Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et tous à cette finale, cette 10e année du concours MT 180, ici à l'Université de Namur. Merci à tous d'être si nombreux pour ce 10e anniversaire. Vous avez vu ici au-dessus de moi tous les candidats MT 180 qui ont gagné cette finale locale à l'Université de Namur, que j'ai le plaisir de vous présenter cette année. Pour la première fois, je vous avoue que je suis un peu dans mes petits souliers ce soir. Depuis 2015, ça fait longtemps pour moi, mais me voici ici ce soir dans ce bel auditoire. Cet événement MT 180 est désormais traditionnel cette semaine en plein cœur du Printemps des Sciences. Printemps des Sciences qui est, je le rappelle, la semaine de valorisation de la culture scientifique et des technologies en Fédération Wallonie-Bruxelles, où le public scolaire, les familles, les curieux, vous, je l'espère, découvrent au fil d'ateliers, d'expériences, le monde fabuleux des sciences et de la recherche. Y a-t-il d'ailleurs meilleur contexte que celui-là pour faire la lumière sur la science en train de se construire, sur la recherche en cours au sein de nos universités? Alors ce soir, justement, ce sont 12 candidats et candidates, chercheurs et chercheuses à l'Université de Namur, qui vont passer devant vous, vous présenter en français le résumé vulgarisé de leur recherche doctorale, et ce, dans des termes simples, accessibles à un public non initié, comme vous et moi, de leur domaine de recherche. Et ce, en seulement 3 minutes, 180 secondes, pas une seconde de plus. Alors, l'épreuve d'aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, comme vous le savez certainement, est la sélection locale namuroise, au cours de laquelle 3 candidats ou candidates vont être sélectionnés par un jury, mais aussi par vous, cher public, pour représenter l'Université de Namur face aux autres université de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lors de cette fameuse finale nationale belge qui aura lieu le 16 mai. Notez-le déjà à votre agenda, le 16 mai, sur le campus de l'ULB, le campus du Solbosch. Alors, je le disais, soyez bien attentifs, mesdames et messieurs, à cette finale, puisque vous avez un rôle très important à jouer ce soir, puisque vous allez élire un des 3 candidats qui va représenter l'Université de Namur à cette finale nationale. Donc vous avez reçu, si tout va bien, un petit bulletin de vote lors de votre arrivée ici dans les auditoires. Ce document recense la liste des candidats et des candidates qui participent à cette 10e édition, et vous devrez voter pour 3 candidats de votre choix. Pas un de plus, pas un de moins, puisque seuls les votes qui rempliront ces conditions seront conservés, évidemment, et pourront être comptabilisés. C'est la personne qui remportera le plus de voix qui recevra donc, le 3e prix, le prix du public, votre prix donc. Alors, le vainqueur de la finale nationale, qui représentera donc la Belgique au concours international, va représenter donc la Belgique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la semaine du 18 novembre 2024, aux côtés de candidats venus de pays francophones comme le Sénégal, la Suisse, le Burkina Faso, la France ou encore le Québec et le Maroc. Alors, vous l'avez vu, ce soir, à mes côtés, il y a une équipe de traducteurs et interprètes en langue des signes de Belgique francophone. Alors, c'est une première expérience pour nous, MT 180, puisqu'il s'agit exclusivement d'étudiantes de Master 2 à l'UCL, mais aussi d'étudiantes sourdes dans le cadre du certificat en langue des signes qui est coordonné ici à l'Université de Namur et qui rassemble donc toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est extrêmement contents de les accueillir. Elles sont donc là en ce moment en formation. Merci beaucoup de leur présenter le meilleur accueil. Bravo. Merci beaucoup à vous. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, sortez vos carnets, car nous allons faire un peu d'histoire. Oui, ça fait 10 ans. 10 ans que le concours MT 180 existe. Et au commencement... Non, il y avait le Big Bang, on est bien d'accord, mais il y avait surtout une adaptation en 2008 du concours 3 Minute Thesis qui est né à l'Université de Queensland en Australie, donc en 2008. Alors ce concept,
il a un peu évolué en 2012 et il a été adapté pour valoriser la recherche en français par l'Association francophone pour le savoir au Québec. Et à ce moment-là, le concours s'appelle alors « Votre soutenance en 180 secondes ». Alors, les pays francophones, évidemment, trouvent ça génial, forcément, tout ce que font les Québécois est génial, et les pays francophones se joignent progressivement au projet, et c'est en 2014 que la Fédération Wallonie-Bruxelles rejoint le projet, qui se nomme à présent « Ma thèse en 180 secondes ». Nous y sommes, yes. Alors, évidemment, on n'a pas attendu MT 180 pour résumer sa thèse en 3 minutes, on est bien d'accord. Et ce soir, nous avons avec nous une pionnière en la matière, s'il vous plaît, qui, dès 1998, se prêtait à l'exercice dans la toute jeune émission de vulgarisation scientifique bien connue, Matière grise, sur la RTBF. Alors, à l'époque, ce n'était pas Patrice Goldberg, que vous connaissez tous, et son équipe qui présentait l'émission, mais bien Philippe Degan. Et justement, Patrice a retrouvé un extrait d'un des tout premiers épisodes de l'émission où Annick Castio, aujourd'hui rectrice de notre université, nous présente sa thèse de doctorat en physique. Vous êtes prêts? On la regarde. Et maintenant, notre défi aux chercheurs, qui doivent vous convaincre en moins de 2 minutes de l'intérêt de leur travail. Aujourd'hui, c'est le tour d'Annick Castio, une physicienne qui travaille aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Sa passion, les interactions entre la lumière et la matière. Son but, aller toujours plus loin dans l'infiniment petit et dans la miniaturisation. La lumière nous permet de voir, grâce à notre œil, les formes et les couleurs des objets qui nous entourent. Mieux encore, si nous utilisons un microscope, nous pouvons voir les cellules d'une plante, par exemple. Depuis quelques années, les chercheurs en optique se sont aperçus qu'ils pouvaient aller encore plus loin, voir d'encore plus petits détails, en venant balayer la surface d'un échantillon à l'aide d'une fibre optique. C'est ce que l'on appelle l'optique de champ proche. Au laboratoire de physique du solide, nous essayons de visualiser ce qui se passe à de petites dimensions lorsque la lumière interagit avec la matière. Nous voulons ainsi comprendre comment ces microscopes travaillent, quelles sont leurs éventuelles faiblesses et comment on pourrait les rendre encore plus efficaces, c'est-à-dire voir des détails encore plus petits. Vous vous demandez maintenant à quoi peuvent bien servir ces microscopes. Eh bien, tout d'abord, dans le domaine des sciences du vivant, en médecine, en biologie, on pourrait voir sur un chromosome un gène particulier responsable d'une maladie comme le cancer. Un autre domaine d'application, les télécommunications. Vous remarquez que vos ordinateurs deviennent de plus en plus petits. Eh bien, il y a une limite à la taille des composants électroniques. Et on peut espérer pouvoir les remplacer par des composants optiques, donc obtenir à la place de l'ordinateur électronique un ordinateur optique. Ces deux applications sont très différentes et pourtant, grâce à notre travail en microscopie de champ proche, nous espérons pouvoir y apporter un progrès. Je vous demande d'accueillir, par conséquent, mesdames et messieurs, Annick Castio. Merci de l'accueillir chaleureusement. Voilà, vous avez vu, cette vidéo date de mai 1998. J'avais 28 ans. Ceci ne me rajeunit pas et j'avais défendu ma thèse 2 ans auparavant et je venais de revenir d'un séjour postdoctoral à l'université de Besançon. Quelques mois plus tard, j'allais quitter l'université pour le secteur privé. En regardant cette séquence, je me suis d'abord aperçue que ma façon de parler avait évolué, forgée par les échanges avec une grande diversité d'acteurs en dehors des milieux privilégiés dans lesquels j'évoluais jusqu'alors. Et c'est une bonne chose. Mais je me suis aussi rendu compte de l'impact que cet exercice a eu sur la suite de ma carrière professionnelle. En participant à Matière grise dans cet exercice de résumé, de vulgarisation, j'ai découvert que j'adorais ça. Communiquer, rendre les choses compréhensibles, transmettre au-delà de ma communauté scientifique. Ma situation de postdoc étant précaire et me poussant à chercher de l'emploi ailleurs, j'ai même écrit un email à la RTBF pour demander conseil dans la perspective d'une éventuelle carrière de journaliste scientifique. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour cela. Réaliser cet exercice m'a aussi amené à comprendre à quel point la recherche était codifiée et nécessitait un véritable travail de traduction. Les chercheurs utilisent au sein de leur communauté un jargon peu accessible par le grand public. C'est l'exercice même de la recherche dans un cadre hyper spécialisé qui requiert le développement de terminologie, de vocabulaire propre, bien sûr.
Mais la conséquence en est une distance importante entre la recherche universitaire et les autres acteurs de la société, voire même entre les chercheurs de disciplines différentes. Arriver à expliquer la recherche dans un langage compréhensible sans pour autant trahir la précision du discours me semble un défi que nous devrions poser à tous les chercheurs. Tout d'abord, cette démarche est importante pour que notre communauté de chercheurs puisse établir des ponts entre disciplines, alors que la complexité des défis sociétaux réclame de l'interdisciplinarité. Comment construire ensemble de la recherche de qualité si l'on ne se comprend pas ? Faire l'effort de traduire sa recherche de manière compréhensible pour le collègue d'une autre discipline, c'est la première étape d'une démarche interdisciplinaire. Démarche qui ne pourra évidemment rester à ce niveau parce qu'il faudra que chacun, ensuite, s'intéresse de manière approfondie à la discipline de l'autre pour construire des connaissances nouvelles à l'interface entre les disciplines. Pas question de rester en surface, bien sûr. Mais sans la première étape de traduction, aucune des suivantes ne pourrait avoir lieu. Ensuite, cette démarche est cruciale pour que les autres acteurs de la société, politiques, industriels, citoyens, puissent appréhender la réalité des réalisations dans les laboratoires qui sont souvent sous-évaluées ou sous-considérées et le potentiel de collaboration avec les universités dans un objectif de progrès économique, social, sociétal. Combien de fois ne me dit-on pas que l'université est déconnectée de la réalité du monde ? Moi, je sais que c'est faux. Mais je sais aussi que, faute d'efforts de traduction de notre part vers la société qui nous entoure, cette image de tour d'ivoire restera encore à l'esprit de nombreuses personnes, y compris des décideurs politiques, avec le risque que cela entame leur perception de l'utilité de l'institution universitaire. Et je mets beaucoup de guillemets autour du mot « utilité ». Enfin, cette démarche est aussi une démarche personnelle, pour le chercheur, pour la chercheuse. Je le disais au début de cette intervention, en revoyant cette séquence, il m'est apparu clairement qu'elle avait eu une influence majeure sur la suite de mon parcours professionnel. Comme je l'ai dit également, 1998 a été pour moi l'année du grand changement professionnel. J'ai quitté le monde académique pour rejoindre le secteur privé. J'ai effectué une dizaine d'interviews en 1998, puis en 2002, quand je souhaitais changer d'entreprise. À l'exception d'une seule, dans la fonction publique, toutes ces interviews se sont conclues par une offre d'emploi ferme. Je reste persuadée que ce succès est fondé sur la capacité de me mettre dans les chaussures de mon interlocuteur et de lui montrer en quoi une thèse en physique m'avait apporté bien plus que des compétences scientifiques. Ceci a été aussi clé quand, en 2002, j'ai dû convaincre mes futurs collègues de la faculté de sciences économiques et de gestion que oui, une docteure en physique, avec son expérience dans le monde du conseil, avait sa place dans leur faculté pour construire des enseignements et une recherche en gestion des technologies et de l'innovation. Et cela reste un atout important quand je dois expliquer l'expertise ou le point de vue de l'université à des ministres ou à des ambassadeurs. Je suis donc persuadée que l'exercice que les candidates et candidats vont faire ce soir est important pour leur carrière future, quelle qu'elle soit. Qui plus est, ils nous montreront bien plus de créativité dans l'utilisation des outils de communication que ce que nous étions en capacité de faire il y a 25 ans. Je ne pourrai malheureusement rester au-delà de 19h30 avec vous ce soir, mais je vous souhaite d'abord très bonne chance, merveilleuse chance aux candidats et une très très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup Annick pour ton intervention, pour tes mots et pour ton soutien aux initiatives de vulgarisation scientifique au sein de notre université. Merci beaucoup. Alors, Annick l'a dit, effectivement, la vulgarisation de la recherche, c'est un exercice qui est compliqué. Et il est vrai qu'on ne peut pas tout dire d'une recherche en 3 minutes. Il faut nécessairement aller à l'essentiel. Il faut faire des choix, il faut accepter de mettre de côté certains éléments pour clarifier le message à communiquer. L'important pour le chercheur, c'est de présenter la raison d'être de sa recherche. Ses enjeux, à quoi elle va servir aujourd'hui, à quoi elle servira demain. Et aussi à l'aide de quelle méthode novatrice, évidemment, se construit cette recherche. L'aspect fondamental, c'est de comprendre que cet exercice, ce n'est pas une fin en soi. Évidemment que au terme de cet exercice-ci, on n'a pas tout dit d'une recherche. Et ça n'exclut pas, la vulgarisation n'exclut pas, bien entendu, le fait de publier toute une série d'articles scientifiques. Ce sont des choses que l'on peut faire en parallèle. L'important, c'est d'éveiller la curiosité dans le regard de l'interlocuteur, de faire en sorte qu'il se sente plus intelligent
Parce que vous vous basez, en discutant avec cette personne, sur des choses qu'il ou elle connaît. Et ça va lui donner envie d'en savoir plus, d'ouvrir un bouquin, de se renseigner, de poser plus de questions. L'important ici, c'est vraiment ça, c'est d'éveiller cette curiosité. Alors quoi de mieux finalement qu'un chercheur, un spécialiste, un passionné par son domaine qui se prête à cet exercice de vulgarisation. La volonté du concours, c'est vraiment ça, c'est d'impliquer les doctorants dans cette démarche scientifique, de vulgarisation scientifique, et de parfaire leurs aptitudes en communication et en vulgarisation, et ça en leur donnant la possibilité de diffuser leurs recherches sur l'espace public. Et c'est pourquoi les universités proposent un accompagnement, un coaching adapté sur mesure pour les candidats qui participent à ce concours MT180. Et donc ça représente des heures de travail, de l'orfèvrerie finalement, pour construire un pitch accessible, structuré, illustré d'analogies adaptées, pertinentes, dynamiques, drôles, des heures. Et des heures de travail et de répétition pour atteindre un niveau très élevé de présentation qu'il est souvent très difficile de départager. En gros, bonne merde, à vous. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Moi, je les ai coachés, donc je m'en fous, j'ai pas à voter. C'est très bien. Du coup, l'évaluation difficile de ce soir, elle est confiée à un jury. Un jury qui est constitué de personnalités internes et externes à l'UNAMUR, issues du monde de la recherche, de l'enseignement et de la communication scientifique. Laissez-moi vous présenter le jury de cette soirée, qui sont installés ici, au milieu de la salle. Géraldine Tran, vous êtes rédactrice en chef d'Athéna, la revue de vulgarisation scientifique du service public de Wallonie. François-Xavier Fievet, vous êtes pédagogue et didacticien à l'Université de Namur, vous êtes comédien, improvisateur, vice-recteur aux affaires sociales et étudiantes à l'Université de Namur. Charlotte Benedetti, directrice du pavillon de Namur, centre d'exposition, d'expérimentation et d'innovation du KIC ASBL. Alors, ce pavillon, c'est un lieu dédié aux cultures numériques qui décloisonne les disciplines et qui s'empare simultanément des arts, de la recherche, des sciences et donc des technologies. Alors, l'Université de Namur collabore régulièrement avec le pavillon et justement, prochainement, au mois de juin 2024, vous pourrez assister aux résultats d'une collaboration dans le cadre d'une exposition Stellarscape qui débutera donc prochainement en juin. Enfin, nous avons Nathan Huntendal, mathématicien, chargé de cours à l'Université de Namur, ancien candidat également au concours MT180, qui est aussi bien connu pour être vulgarisateur et vidéaste YouTube sur la chaîne Le Chat Sceptique. Je vous remercie de les accueillir chaleureusement également. Alors, comment fait-on pour évaluer un pitch MT180 ? Alors, il y a plusieurs éléments, évidemment, qui sont irrévocables, qu'on doit toujours trouver dans un pitch MT180. La première règle, qui est évidente, c'est que le pitch ne peut pas excéder 180 secondes. Sinon, c'est une disqualification. Alors, le candidat peut, évidemment, aller au-delà du gong. Ce n'est pas grave. On le laisse terminer. Néanmoins, il sera malheureusement disqualifié. Le pitch doit également être en français et être illustré d'un seul visuel, sans animation, donc une seule image qui permette d'illustrer le pitch. Et le participant ou la participante ne peut pas porter d'accessoires également. Les membres du jury vont avoir l'attention attirée par 3 éléments qui sont importants dans l'évaluation. D'abord, le niveau de vulgarisation, c'est-à-dire l'accessibilité du pitch, le niveau de langage, le fait d'utiliser des analogies pertinentes, savoir si le visuel apporte effectivement quelque chose à la présentation. Il va s'intéresser aussi à la structure de l'exposé, si le pitch offre un enchaînement d'idées qui facilite la compréhension, si on a quelque chose qui est bien équilibré. Et enfin, le dernier élément, c'est le talent d'orateur et l'implication du doctorant, puisqu'il s'agit, MT180, il s'agit quand même d'un concours d'éloquence. Et donc nos doctorants ont été coachés dans cette voie également. Enfin, le jury est autorisé à donner un coup de cœur à la présentation qui lui aura particulièrement plu, par exemple pour souligner l'originalité de la présentation du ou de la candidate. Donc, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous avez vous aussi un rôle à jouer dans ce vote. N'oubliez pas vos petits bulletins de vote, les 3 coches nécessaires pour la sélection du candidat qui sera élu donc, par vous. Vous verrez que à la fin des présentations, il y aura
la délibération du jury et on va vous inviter à participer à un drink qui vous permettra de patienter le temps des délibérations qui risquent, à mon avis, d'être longues et intenses. Et donc, avant de quitter la salle, nous vous demanderons de déposer vos petits bulletins de vote correctement bien complétés dans les urnes qui se trouveront de part et d'autre des portes de sortie de l'auditoire. Voilà, j'ai assez parlé, j'ai fait ma partie du travail. Maintenant, à vos votes, jurez attacher vos ceintures avant de débuter le concours néanmoins. Et pour rendre les hostilités un peu plus confortables pour les candidats et les candidates de cette année, nous allons accueillir le premier prix du concours namurois de 2023. Valentin a représenté l'UNAMUR à la finale nationale à Louvain-la-Neuve le 2 juin dernier. Le titre de sa thèse qu'il mène à la faculté d'informatique est le suivant: reconnaissance d'images multicanaux avec invariance sous rotation par l'utilisation des fonctions de Bézel, Debye, Quaternion et algèbre de Clifford, que l'on peut vulgariser par le titre extrêmement mignon « Mon chien à l'envers ». C'est toujours mon chien. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Valentin Delchevalerie. Je vous présente mon chien. Il s'appelle Cadoc. À droite, je vous présente mon chien. Et il s'appelle toujours Cadoc. En réalité, les deux images que je vous présente ici sont rigoureusement identiques, à ceci près que la deuxième image a été retournée sur elle-même. Mais ça, la plupart d'entre vous l'avaient certainement déjà remarqué, même peut-être en quelques secondes seulement, le cerveau humain étant très performant pour remarquer ce genre de choses. Vous allez trouver ça incroyable. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la majorité des algorithmes utilisés en intelligence artificielle pour l'analyse d'images voient ici deux images complètement différentes. On dit alors que les algorithmes ne sont pas invariants aux rotations. À côté de ça, on a aujourd'hui de plus en plus recours à l'utilisation d'outils capables de réaliser différentes tâches d'analyse d'images de manière automatique. Et ça, c'est principalement dû à l'augmentation de la quantité d'images produites dans beaucoup de secteurs. Parmi ces différents secteurs, je peux par exemple vous citer le domaine médical, pour lequel le personnel peut rapidement se retrouver avec une grande quantité d'images à traiter. Je pense notamment aux radiographies, aux images microscopes, ou encore le domaine industriel, où des images peuvent être prises en permanence pour s'assurer du bon fonctionnement d'une chaîne de production. Bon, si on revient à Cadoc, quelle importance ça a, ce manque d'invariance aux rotations? Eh bien, tout de même, pour beaucoup d'applications, ça peut avoir une importance cruciale. Si on se replace par exemple dans un contexte médical, on imagine assez facilement la gêne que ça peut occasionner à un médecin de devoir annoncer à son patient que sa tumeur est dans un premier temps passée entre les mailles du filet, car cette dernière était orientée d'une telle manière dans l'image qu'elle n'était pas vraiment perçue par l'algorithme comme étant une tumeur. Et vous en conviendrez tous, c'est encore plus gênant pour le patient lui-même. Pour résumer, pour certaines applications, l'orientation de l'image est arbitraire et ne contient aucune information, et il est nécessaire de pouvoir transmettre cette idée aux différents algorithmes. Moi, mon objectif dans tout ce bazar, c'est de mobiliser mes connaissances en tant que physicien pour introduire une invariance aux rotations dans les algorithmes d'analyse d'images. Alors oui, j'ai bien dit physicien, car même si ma thèse s'inscrit pleinement dans le domaine de l'informatique, il y a énormément de liens qui peuvent être faits entre ces deux disciplines. Et c'est d'ailleurs en réalité même ça qui est à l'origine de la thèse. Si on revient à ma problématique, le concept d'invariance est quelque chose de très cher aux physiciens et pour lequel tout un arsenal d'outils et de théories mathématiques a été développé au fil des siècles. Et certaines de ces techniques peuvent, moyennant un petit peu de réflexion, être transposées dans le monde merveilleux de l'analyse d'images. Bref, tout ceci en espérant qu'un jour, mon chien ici présent pourra être reconnu comme étant mon chien, et ça, indépendamment de son orientation particulière. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Valentin. Et voilà. Voilà comment on gagne MT 180. C'était pas mal, hein. Seul chien, ça fait gagner des points. Voilà. Ouais, Cadoc, c'est le plus beau, on est d'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, accueillons maintenant notre première candidate de cette édition 2024. Elle s'appelle
Charline. Charline est en 3e année de thèse en microbiologie et le titre de sa recherche est, traduite en français, je précise, « Étude de la biogenèse du système de sécrétion type 4 vir B chez Brucella abortus ». Voilà, que nous pouvons traduire, vulgariser, par « Brucella, cette espionne cellulaire ». Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Charline Faucan. Aujourd'hui, la recherche permet de créer et de développer de nouveaux vaccins et traitements afin de soigner ou d'empêcher de nombreuses maladies qui, autrefois, touchaient nos régions. Vous connaissez la brucellose? Non? Eh bien, c'est parce que cette maladie a disparu de chez nous depuis une 20aine d'années. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les pays dont les moyens ou les conditions d'hygiène ne sont pas suffisants pour éradiquer cette maladie. Et les conséquences sont graves, puisque lorsqu'un animal est infecté, le fermier va devoir abattre tous ses animaux, perdant ainsi son moyen de subsistance et ses plus fidèles compagnons. La brucellose, elle est causée par une toute petite bactérie nommée Brucella. Le fermier risque aussi pour sa santé, en respirant ou en ingérant des aliments contaminés. La brucellose chez l'homme, elle se traduit par des symptômes ordinaires, lui permettant de passer inaperçue, souvent confondue avec des maladies communes. Mal soignée, elle reviendra des années plus tard, causant de graves problèmes de santé. Il est donc important de comprendre comment Brucella infecte une cellule pour améliorer les traitements qui sont déjà mis en place. Pour infecter une cellule, Brucella doit y rentrer et s'y multiplier. Mais on ne rentre pas comme ça dans une cellule, au risque de se faire repérer. Elle va devoir passer incognito. Pour ce faire, elle se retrouve dans une bulle opaque, une vacuole. Et son but à Brucella, c'est d'atteindre sa niche de multiplication. Un lieu plein de ressources et de nourriture, idéal pour se reproduire. Mais comment y arriver? Elle va utiliser vir B. Vir B, c'est comme un pistolet à billes. Pourquoi à billes? Eh bien, elle ne veut pas tuer la cellule, elle veut s'en servir. Mon sujet de thèse, à moi, c'est d'étudier vir B. Pour ce faire, je vais attacher différents signaux lumineux aux différentes parties du pistolet. Je vais donc infecter mes cellules animales avec mes bactéries lumineuses et les observer au microscope. Dans notre laboratoire, on va tenter de répondre à différentes questions. La première, observe de la lumière, et où est-elle dans ma bactérie? Tiens, Brucella, elle a besoin de vir B au début ou à la fin de son infection? Et une fois multipliée, a-t-elle encore besoin de vir B pour sortir de la cellule? Alors, en quoi répondre à ces questions est important? Eh bien, plus on comprendra comment Brucella infecte une cellule, mieux on comprendra comment la maladie se comporte, et plus on pourra améliorer les traitements et divers vaccins déjà mis en place. Donc, il est donc important de comprendre comment vir B fonctionne pour améliorer les conditions de vie dans ces pays fortement touchés. Merci. Merci beaucoup, Charline. Notre deuxième candidate est chercheuse en informatique. Elle s'appelle Manel. Et après un assistanat de 6 ans, elle termine sa thèse qui a pour titre « Réflexion sur les systèmes sociotechniques, le langage de coordination STS-BAC et son atelier ASTS Anémone ». Vous avez tout compris. Hein? Oui, c'était clair, comme de l'eau de roche. Titre qu'elle a choisi de vulgariser pour MT 180 en « Infirmière chic », ambulance, ah non, infirmière geek, ambulance chic. Mesdames et messieurs, Manel Barkala. Nous sommes jeudi. Imaginez une infirmière à domicile en train de s'occuper d'un patient. Soudain, il ne respire plus. Elle effectue le premier secours, mais il ne réagit pas. Il faut absolument l'emmener à l'hôpital tout de suite. Elle appelle l'ambulance, mais
Il est 17h, c'est l'heure de pointe, c'est le pire moment pour circuler en ville. L'ambulance risque de ne pas arriver à temps. Imaginez l'état de route en 2050, avec l'augmentation de la population dans 25 ans. Vous vous rendez compte? Il est donc crucial pour notre ville d'adopter des solutions innovantes pour optimiser la circulation. Voici le défi que ma thèse propose de relever, avec une solution novatrice nommée Anemone. Anemone n'est pas seulement une idée, c'est une réponse immédiate à une situation critique. Et oui, j'ai bien dit immédiate. C'est une plateforme de coordination intelligente qui transformera notre ville en une smart city. Une ville intelligente qui optimise l'interaction entre les besoins humains et les outils technologiques à notre disposition. Mais, pardon? Comment Anemone fonctionne? C'est simple. Imaginez Anemone comme un réseau social pour les citoyens de la ville. Vous avez probablement un compte, voire même deux, sur une des applications des réseaux sociaux, sur laquelle vous pouvez partager des informations, voir l'actualité et même signaler des contenus inappropriés. Le tout grâce à une intelligence artificielle qui va détecter, filtrer et voire même supprimer ces contenus. Anemone fonctionne bien plus que ça. 1. Chaque citoyen de la ville peut consulter l'état de trafic et signaler une urgence, comme notre infirmière geek. 2. L'intelligence artificielle derrière Anemone vérifie la priorité de ce signal et envoie ce signal au service concerné, dont le médecin urgentiste qui va préparer l'ambulance. 3. Grâce à un outil informatique basé sur les mathématiques, Anemone vérifie la priorité vérifie la priorité des feux de circulation pour faciliter le passage de notre ambulance chic au lieu de l'accident, pour rejoindre notre infirmière geek à temps et prendre en charge notre patient rapidement. C'est cool, non? Oui, merci. Anemone, cet outil informatique que j'ai développé, intègre des algorithmes d'intelligence artificielle et des concepts mathématiques pour faciliter la prise de décision collective. Son utilité s'étend notamment dans les domaines de la médecine, l'industrie, les smart cities et bien d'autres. Préparez-vous de télécharger Anemone bientôt et grand merci pour votre attention. Bravo Manel, merci beaucoup. C'est de la pression, un exercice pareil. Vous êtes très nombreux, pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils présentent devant autant de gens. Donc c'est pas mal de pression. Notre troisième candidat est biologiste. Il s'appelle Yves. Et depuis 5 ans, il s'intéresse à un petit poisson dans le cadre d'une thèse dont le titre complet, attendez parce que je m'accroche, est mécanisme de contrôle de la proportion du sexe et de la fréquence de l'autofécondation chez le poisson, attention, androdioïque, Cryptolebias marmoratus. Des formules magiques quand même. Hein. Titre compliqué que l'on pourrait traduire par un partenaire. Pourquoi faire? Mesdames et messieurs, Yves Blanco Alvarez. Sur Tinder, il faut en moyenne plus de 50 matchs pour se trouver un rencard, et presque 300 pour une relation sérieuse. Ça vous paraît pas une perte de temps incroyable? Rassurez-vous, les scientifiques aussi ont beaucoup de mal à expliquer pourquoi nous passons tant de temps à essayer de se trouver des partenaires. Moi, j'essaie de l'expliquer grâce au rivulus, un petit poisson au système de reproduction unique parmi les vertébrés. Chez le rivulus, pas de femelles, mais plutôt des hermaphrodites et des mâles. Le plus souvent, ces mâles sont extrêmement rares, mais ce n'est pas un problème, parce que les hermaphrodites sont très contents de se reproduire tout seuls. Dans quelques populations, par contre, les conditions environnementales sont responsables de l'apparition de beaucoup plus de mâles. Par exemple, parce que les œufs sont développés à basse température. Cet effet du milieu extérieur sur le développement de notre rivulus, il est possible grâce à ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que l'épigénétique? Eh bien, imaginez les cellules de votre corps sur les instruments d'un orchestre. La partition complète de la symphonie est la même pour tout le monde, mais chacun n'en joue qu'une petite partie. Les flûtes, les violons, les cymbales
sont les cellules de vos muscles, de votre foie, de votre cerveau. La chef de cet orchestre, celle qui dit à chacun comment jouer son passage, c'est l'épigénétique. En bonne chef d'orchestre qui sera attentive aux réactions de son public, l'épigénétique est influencée par ce qui l'entoure et elle est capable de modifier l'utilisation des gènes d'un organisme en fonction de son environnement pour l'aider à s'adapter et à survivre. Chez le rivulus, lorsque l'épigénétique perçoit le froid, elle dit à l'embryon de se développer en mâle plutôt qu'en hermaphrodite. Le but de ma thèse, c'est d'essayer de mieux comprendre ce système de contrôle du sexe. Par exemple, en étudiant les effets d'une molécule qui va venir briser le lien entre température et sexe, ou encore en utilisant des produits masculinisants ou féminisants qui vont m'aider à identifier quel gène fait quoi au moment de la détermination de ce sexe. Alors vous me demanderez, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir comment l'épigénétique produit des mâles chez le rivulus? Eh bien, comprendre ce phénomène est essentiel pour pouvoir identifier dans quelles conditions produire des mâles vaut la peine. Et donc, dans quelles conditions faire l'effort de se trouver un partenaire sexuel vaut aussi la peine. Alors bien sûr, on sait que se reproduire avec un partenaire peut avoir des avantages, parce que le sexe aussi permet l'adaptation et la survie des espèces. Mais même si les animaux ne perdent pas leur temps sur Tinder, se trouver un compagnon leur demande énormément d'énergie. Il faut faire le beau ou la belle, il faut parfois affronter des rivaux. Et au bout du compte, même quand on a du succès, on est quand même obligé de s'accoupler avec quelqu'un qui risque de nous refiler une tripotée de maladies. Malgré tout ça, on s'obstine à se trouver des partenaires. Et si on veut vraiment comprendre pourquoi on est prêt à payer le prix de ce système de reproduction, la première étape est peut-être de comprendre pourquoi certaines populations de rivulus l'ont adopté, alors que d'autres s'en passent très bien. Alors soyez patients. Il faudra peut-être 20 ans de plus, mais on est chaque jour un peu plus proche de l'explication parfaite pour justifier les 35 minutes que vous passez en moyenne chaque jour sur Tinder. Bravo Yves, merci beaucoup. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à notre 4e candidate. Elle travaille depuis 3 ans sur une thèse en virologie au département de médecine vétérinaire. Alexandra va nous parler de sa thèse intitulée « Caractérisation fonctionnelle de l'interaction entre Apobec et les protéines du SARS-CoV-2 et le rôle dans l'évolution du SARS-CoV-2 ». Titre qu'Alexandra vulgarise en français par « Toujours une longueur d'avance ». Mesdames et messieurs, Alexandra Declou. Durant nos cours d'histoire, on nous a parlé des grandes épidémies, notamment de la peste noire au Moyen-Âge ou encore de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. On pensait naïvement que de telles épidémies étaient impossibles à vivre de nos jours, avec le progrès de la médecine et la connaissance scientifique. Pourtant, il y a 5 ans, un nouveau virus est apparu. Et lorsqu'un journaliste demandait à un scientifique devant une foule concernée « Mais qu'est-ce que c'est que ce virus ?», le scientifique se devait de répondre « Je ne sais pas ». C'était décevant, mais c'était honnête, puisque les recherches étaient en cours. Aujourd'hui, elles nous ont amené une foule de connaissances sur ce virus et ont permis de sauver de nombreuses vies. Mais on vous parle encore des variants et de comment ceux-ci peuvent mettre en péril la stratégie de vaccination. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'évolution du virus et de ses variants et comment anticiper l'apparition de ceux-ci. Pour ce faire, j'étudie une famille de protéines humaines qu'on appelle les A3. Les protéines, elles sont partout dans notre corps et elles jouent une multitude de rôles. Par exemple, elles permettent la contraction de nos muscles ou encore la communication entre les neurones de notre cerveau. Mais mes protéines, elles sont un petit peu particulières parce qu'elles vont pouvoir modifier le code génétique, mais donc provoquer des mutations. Mais donc c'est dangereux. Eh bien oui, parce que le code génétique, c'est comme une très longue phrase constituée de plein de lettres. Si vous changez trop de lettres, la phrase n'a plus de sens. Par contre, si vous changez peu de lettres, ça peut être positif. Pour modifier le code génétique, mes protéines vont reconnaître ce qu'on appelle un motif. Un motif, c'est une succession particulière de lettres. Dans notre cas, 2 C qui se suivent. Lorsque mes protéines voient cette succession, elles vont changer le 2e C en U. Du coup, le mot occluet peut devenir le mot oculaire, en partie grâce à mes protéines. Ces mutations peuvent notamment changer la voie d'entrée du virus dans nos cellules, puisqu'au départ, le virus infectait nos poumons, or que maintenant, il est dans votre nez. Et paf, voilà un nouveau variant. La famille que j'étudie est constituée de 7 membres.
Du coup, la première étape de ma thèse, c'est de savoir quel membre peut cibler mon virus. Il faut savoir que chaque membre a ses petites spécificités, un peu comme les 7 nains, puisque chaque nain a un caractère et une localisation précise dans l'amine. Eh bien, mes protéines, c'est un peu pareil. Elles ont une localisation particulière dans la cellule et elles ont un motif préférentiel. Toutes ces indications vont me permettre de trouver quelle protéine peut cibler mon virus. Mais vous allez me dire, c'est bien beau de voir toutes ces mutations et d'essayer de les anticiper, mais à quoi ça sert? Eh bien, si ma protéine peut faire évoluer mon virus, on pourrait anticiper ces futurs changements et donc adapter les vaccins avant l'apparition d'un nouveau variant. Comme ça, on pourrait toujours avoir une longueur d'avance dans la lutte contre le SARS-CoV-2. Merci beaucoup, Alexandra. Passons maintenant à notre 5e candidate, qui est biologiste. Elle est en fin de thèse et elle vient nous parler à son tour de Brucella abortus. Mesdames et messieurs, Adélie a une thèse qui porte comme titre « Un système à 2 composants et un système de transport de lipides de type MLA sont impliqués dans la réponse au stress d'enveloppe chez Brucella abortus ». On la croit volontiers. Titre que l'on peut simplifier par « Un tunnel sur la Manche ». Mesdames et messieurs, Adélie Lannoy. Vous avez peut-être déjà traversé la Manche pour vous rendre en Angleterre, que ce soit en ferry, avec l'Eurostar ou peut-être même à la nage pour les plus sportifs d'entre vous. Imaginez ces différentes méthodes de transport à l'échelle bactérienne. L'enveloppe de ma bactérie est composée de 2 membranes, d'une membrane interne et d'une membrane externe, qui peuvent être comparées ici à la côte française et la côte anglaise. L'échange des différents composants membranaires est essentiel à la croissance et à la survie des bactéries. J'étudie plus particulièrement le transport des phospholipides, qui sont les composants majeurs des membranes. Ceux-ci ne traversent pas la Manche à la nage. Tout d'abord parce que ce serait une grande perte de temps et d'énergie, mais surtout parce qu'ils ont peur de l'eau. Pour traverser, ils sont pris en charge par des protéines qui font office ici au port, au bateau ou au tunnel. Chez ma bactérie de référence, Escherichia coli, il existe 2 types de méthodes de transport. Un premier, bien connu, maritime, composé d'un port français et d'un port anglais. Les phospholipides anglais prennent alors le ferry pour se rendre jusqu'à la côte française. Le second système, récemment découvert, est la présence d'un tunnel qui relie les 2 côtes. Ce tunnel sous la Manche permet vraisemblablement le transport des phospholipides. Durant ma thèse, j'étudie le transport des phospholipides chez Brucella abortus, une cousine très éloignée d'Escherichia coli. J'y ai retrouvé la présence d'un port français et d'un port anglais situés à un tout autre emplacement et avec une configuration assez différente. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'y a aucun ferry qui permet de relier les 2 ports. Donc comment font mes phospholipides pour aller visiter le Cap Griné de Brucella? Eh bien, en y regardant de plus près, j'y ai découvert la présence d'un tunnel flottant. Ce tunnel, qui relie ces 2 ports, a une structure assez similaire au tunnel sous la Manche d'Escherichia coli. On se retrouve avec un système qui mélange les 2 méthodes de transport d'Escherichia coli. De plus, j'y ai démontré que les phospholipides français prenaient ce tunnel pour aller se rendre jusqu'à la côte anglaise. Mais concrètement, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Eh bien, Brucella abortus est une bactérie pathogène, responsable d'avortement et de stérilité chez les animaux et de symptômes grippaux chez l'homme. Elle est souvent mal diagnostiquée chez l'homme, ce qui peut engendrer des problèmes chroniques par la suite de la maladie. Et chez les animaux, lorsqu'un animal est détecté positif, l'entièreté du troupeau doit être abattue, ce qui engendre de grandes pertes économiques pour le fermier. Donc, étudier cette bactérie pathogène afin de mieux comprendre son fonctionnement permettra de mieux la combattre et de l'éradiquer plus efficacement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Adélie. Et nous accueillons déjà notre dernier candidat de cette première série, avant un bref interlude.
Alors notre 6e participant, il est physicien. Il s'appelle Loris, il travaille depuis 3 ans sur une thèse dont le titre est « Mise en évidence des mécanismes de croissance des revêtements déposés par dépôt physique en phase vapeur sur des substrats tridimensionnels complexes ». Ça aussi, c'était complexe. Titre que l'on peut vulgariser par « Du soleil, un film et une mousse, un cocktail énergétique ». Loris Chavet, mesdames et messieurs. Imaginez, nous sommes en l'an 2500, il fait 35 degrés et vos descendants profitent de la plage de cette belle ville de Bruxelles-les-Bains. Alors dit comme ça a l'air chouette. Mais pour toute la moitié nord du pays, ça l'est beaucoup moins. Mais pas de panique, nous pouvons toujours combattre la montée des eaux causée par le réchauffement climatique en remplaçant les énergies fossiles par des énergies propres. Une source prometteuse d'énergie, c'est l'hydrogène. En effet, ce gaz, bien qu'inflammable, peut être utilisé comme carburant pour les véhicules à hydrogène et peut même être converti en électricité propre. L'hydrogène est présent naturellement sur Terre, emprisonné dans les molécules d'eau. Une façon écologique d'extraire cet hydrogène contenu dans l'eau est d'exposer au soleil une mousse bien particulière immergée dans cette eau. Alors dit comme ça ressemble à une potion magique, mais il s'agit de la technique tout à fait sérieuse au cœur de ma thèse. La mousse est constituée d'éléments métalliques, comme le nickel, et ressemble à une éponge extrêmement poreuse. C'est grâce à cette grande porosité que la mousse maximise la surface de contact avec l'eau afin de produire un maximum d'hydrogène. Mais attention, la mousse en elle-même ne permet pas de produire de l'hydrogène. Pour cela, il faut d'abord la recouvrir d'un film d'une épaisseur d'1 millionième de centimètre, qui, lorsqu'exposé au soleil, va venir briser les molécules d'eau afin d'en libérer l'hydrogène qu'elles contiennent. En plus de la production d'hydrogène, ce film spécial permet de détruire les molécules de toute une gamme de polluants. Ma thèse se concentre sur la production et l'optimisation de ce film briseur de molécules. En fait, la technique qui permet de déposer les films sur les mousses, appelée pulvérisation magnétron, est plutôt complexe. Et de ce fait, les mécanismes permettant aux films de se former sur les mousses sont encore assez flous. Sans ces informations, il nous est impossible d'obtenir des films qui vont efficacement briser des molécules d'eau ou de polluants. Le but de ma thèse, c'est précisément d'étudier les mécanismes permettant aux films de se former sur les mousses et d'étudier leurs propriétés. Pour ce faire, je mesure leur structure et leur composition chimique en utilisant des rayons X, des microscopes à haut grossissement et des calculs par ordinateur. Comprendre comment cela fonctionne me permet ainsi d'identifier les paramètres impactant la performance des films. Alors, pour optimiser les films que je produis, je fais varier en conséquence leur composition chimique et leur structure. Ceci nous permettra dans le futur d'un peu plus combattre la pollution et la montée des eaux et ainsi éviter la transformation de cette belle ville de Bruxelles en Bruxelles-les-Bains. Disons, ça fait quand même longtemps, depuis 2014. Et en 10 ans, ce sont 84 candidats, mesdames et messieurs, qui se sont prêtés à l'exercice difficile de vulgariser. Oufti, j'ai eu peur. J'ai déjà fait, moi, c'est bon. Et donc voilà, ils se sont tous prêtés à l'exercice difficile de vulgariser en un temps record leur projet de recherche en tâchant de le rendre attractif, accessible à un public non initié. Alors, qui de mieux, finalement, pour nous parler de ce qu'on peut retirer d'un tel exercice que les candidats eux-mêmes ? Alors, je vous propose de revenir brièvement sur le retour d'expérience de celles et ceux qui ont participé en 2014 à la toute première édition de MT 180. Pourquoi ne pas vivre sans sexe ? C'est vrai, je pourrais décider de me cloner. Très pratique, plus besoin de chercher un partenaire. Le plus grand défi pour moi dans cette thèse en 180 secondes, c'est de parler en public et de transmettre
ce que j'aime dans ma thèse et de faire passer un bon moment autant pour moi que pour les gens. Participer à un tel concours donne un autre regard à sa recherche. Ça permet de recontextualiser son travail et ainsi de pouvoir l'expliquer et le faire comprendre à un public beaucoup plus large. Effectivement, c'est vrai qu'on est amené tous les jours à travailler avec un vocabulaire ne fût-ce qu'extrêmement technique et précis et qu'arriver à en parler de façon compréhensible, c'est tout un travail et en plus de ça, après rendre ce travail intéressant pour tout le monde en temps relativement court, bien oui, c'était un véritable défi. Je vous remercie beaucoup et bonne fin d'après-midi. On a souvent l'impression que les scientifiques et encore plus, ceux qui travaillent dans les universités ont tendance à travailler dans une bulle, dans une sorte de Tupperware qui ne leur permet pas d'avoir suffisamment d'ouverture sur le monde extérieur. Et donc pour moi, c'est important de pouvoir partager avec le public le plus large possible nos thématiques de recherche, nos activités au quotidien. Alors en fait, quand j'explique à une personne extérieure mon sujet, je me limite à une seule phrase, j'entre pas trop dans les détails. Et donc grâce à cet exercice de vulgarisation, là je suis vraiment plus équipée et plus outillée pour aller vraiment plus dans les détails avec les bons termes pour faire comprendre aux personnes extérieures sur quoi je travaille. Et voilà, eh bien, les uns sont restés dans la recherche, les autres pratiquent le métier qu'ils ont choisi, d'autres enseignent, à présent soit dans les murs de cette institution, soit dans le secondaire. Et certains ont même fait de la vulgarisation une excellente habitude. Je vous propose d'ailleurs d'accueillir une collègue de l'UNAMUR, candidate de l'édition 2015 de MT 180 avec sa thèse en sciences juridiques. Merci d'accueillir Claire Romelard. Salut Claire. S'il te plaît, normalement ça fonctionne. Oui, je ne vais pas t'interviewer comme on fait à la télévision, de nos jours. Viens près de moi, car nous sommes filmés. Salut, la caméra. Alors Claire, tu es docteur en droit, tu es chercheuse au centre de bioéthique à la fac de sciences à l'université de Namur, tu as été assistante durant ta thèse, et tu es dans les murs de cette université depuis 2008, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, tu as récemment aussi créé une web-série. Une web-série. Le micro ne fonctionne pas. Le micro ne fonctionne pas. Encore. Le micro. Pourquoi tu ne fonctionnes pas? Ben si. Non. Les aléas du direct. Tu nous parles fort. Allô? Oui. Or donc, tu veux qu'on la refasse? Non, non. Donc, tu as récemment créé une web-série. Une web-série, une sorte de boîte à outils du doctorant qui s'appelle PhD Channel. Et on en reparle juste après parce que ça va intéresser les doctorants parmi vous. Alors, comme beaucoup de candidats, comme moi aussi d'ailleurs à l'époque, tu as eu des doutes, des craintes avant de t'inscrire à MT 180. Qu'est-ce qui t'a finalement décidé à franchir le pas et à te lancer dans l'exercice? Oui, oui, j'ai eu des doutes et des craintes parce que MT 180, c'était un peu comme de m'offrir une petite pause sympa, alors que j'avais l'impression que j'étais nulle part et que donc je la méritais pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a ce genre de crainte à chaque fois qu'on veut s'adonner à une activité un peu plus créative. J'ai entendu une autrice américaine récemment dire que quand elle s'était proposée de consacrer un peu de temps à l'écriture d'un livre, elle avait l'impression de vivre une aventure extra-conjugale. Et en fait, MT 180, c'est ça. C'est une aventure extra-doctorale. On a envie d'y aller, mais on se dit que peut-être quand même c'est mal. Et donc, ce qui m'a décidé à m'inscrire finalement, c'est que j'avais désespérément besoin de prendre un peu de recul et de me sentir appartenir à un groupe. Et donc j'y suis allée et j'ai jamais regretté, mais c'est vrai que j'ai un peu vécu mon inscription comme un acte transgressif. Tout à fait, c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi, donc je comprends tout à fait. Comme je le disais au début, finalement, la vulgarisation, ce n'est pas une fin en soi. On a toute une série d'activités scientifiques sur le côté. On ne trompe pas sa thèse parce qu'on en parle avec du grand public. Donc non, effectivement. Alors, les statistiques de participation au concours montrent que ce sont majoritairement des chercheurs en sciences qui s'inscrivent, essentiellement en bio, en physique, plus récemment en informatique. Mais du coup, les candidats en sciences humaines et sociales, ils ont quand même leur place dans ce concours. Ils sont par contre plus timides à participer. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à participer au concours ?
que d'abord, il y a plus de financement aussi, par exemple en bio, beaucoup plus de financement que par exemple en sociaux ou en histoire de l'art. Donc bon, les inscriptions au concours reflètent ça aussi. Et c'est vrai que comme doctorante en droit, j'avais aussi l'impression que ma thèse était beaucoup moins intéressante et beaucoup moins facile à vulgariser que celle des vrais scientifiques. Maintenant, quand on déprime un peu sur sa recherche, on imagine vite que ce que les autres font, c'est beaucoup plus cool et beaucoup plus simple à vulgariser. Et quand on se rencontre et qu'on échange, ça apporte quand même beaucoup de nuances et des moments de connexion vraiment, vraiment porteurs. Maintenant, je pense que mes collègues en sciences humaines et sociales devraient participer à un maximum par militantisme. Parce que si nos recherches sont sous-financées, c'est aussi parce qu'elles sont peu connues, mal comprises. Et donc, je dirais qu'il faut avoir le courage d'oser se montrer, d'en parler, parce que, en fait, c'est vital aussi de comprendre les fonctionnements de nos sociétés humaines, leurs organisations, leurs modes d'expression, leurs histoires. Voilà, il me semble que ça nous construit au moins autant que nos gènes ou tout ce qui fait plus scientifique. C'est sûr que ça nous construit. Et puis, lorsqu'il s'agit de solliciter des financements pour de la recherche, il faut pouvoir se vendre aussi, il faut pouvoir l'expliquer. On l'a dit tout à l'heure en introduction également, mais lorsque l'on parle de sa thèse avec des collègues de sa propre discipline, on ne doit pas trop se fouler dans le travail de vulgarisation. Mais quand moi j'ai dû parler de ma thèse en archéo à quelqu'un qui faisait de la physique ou quelqu'un qui faisait du droit à l'époque, effectivement, j'ai dû faire attention au vocabulaire que j'utilisais. Parce qu'effectivement, quand on parle de triforium, on ne comprend pas forcément de quoi je parle. Et non, je ne vous l'expliquerai pas, vous avez qu'à aller voir dans un dico. Alors, Claire, qu'as-tu retiré finalement de cette expérience MT 180 dans ta capacité justement à communiquer, peut-être un certain confort dans l'échange devant le public ou d'autres idées? On parlait de PhD Channel justement. Oui, je ferai le lien peut-être avec PhD Channel après, mais j'ai retenu, je dirais, au moins deux choses. Donc d'abord qu'un sujet n'est jamais trop complexe et le temps n'est jamais trop court pour communiquer sérieusement. C'est une question de préparation. Donc plus le temps de parole est court et plus le public est éloigné de notre domaine de spécialité, plus la préparation est exigeante. Mais donc c'est une question de préparation et je crois qu'on a le devoir moral de prendre le temps parfois de cette préparation parce que comme on est en partie financé par l'État, je trouve pas ça honnête de ne jamais faire l'effort de communiquer plus largement et comme ça a été soulevé aussi plusieurs fois, c'est effectivement la base de l'interdisciplinarité. J'ai retenu aussi plus personnellement que ça vaut parfois la peine d'oser se lancer dans un projet qui fait envie, même si on n'est pas au top, même si on n'est pas dans des circonstances idéales. Donc parce que moi, mes 180 secondes à moi en 2015, c'était franchement pas la performance de ma vie. Et je dis pas ça par fausse modestie. Pour vous donner une idée, mon propre père n'a pas voté pour moi pour le prix du jury. C'est gênant. C'est moche, hein? Merci, papa. Et je précise qu'à l'époque, on était 5, pas 12. Du coup, il a voté pour moi, c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. C'était un bon choix, mais n'empêche. Alors, bien sûr, j'aurais aimé faire mieux. Cela dit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de punition ni de promotion à la clé. Par contre, travailler cette capacité de pouvoir participer, se lancer, même si on n'est pas au top, ça me semble porteur à long terme. Et donc, par rapport à cette envie parfois d'aller... de se lancer, même si ça fait un peu peur, après la thèse, j'ai eu envie de parler de la recherche d'une façon à la fois sérieuse et humoristique. Et donc, j'ai été voir le service audiovisuel de l'UNAMUR, et ça a donné donc cette web-série en 3 saisons de 5 capsules chacune, PhD Channel. Alors, on s'est beaucoup amusé, mais ça m'a quand même demandé un gros effort de synthèse et j'ai dû oser m'exposer. Et ça, je pense que c'est des compétences transversales durables que j'ai commencé à acquérir au moment du concours. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me faire des retours sur la web-série en scannant le QR code. Merci au CDS pour le visuel. Et merci pour votre écoute. Bonne soirée, bonne chance. Merci beaucoup, Claire. Merci, Merci. Effectivement, je vous conseille la web-série de Claire, notamment pour se rassurer un peu par rapport aux différentes angoisses qu'on peut ressentir dans le cadre de sa thèse. Moi aussi, comme Claire, j'ai participé à MT 180 à l'époque pour
faire autre chose, prendre de la distance, du recul par rapport à la thèse, la voir autrement, la voir comme quelque chose, renouer en fait finalement avec la passion que j'avais pour elle et surtout sur cette volonté d'en partager un maximum avec les gens. Et cette web-série est particulièrement intéressante, notamment pour combattre ce foutu syndrome de l'imposteur que l'on connaît tous en thèse. On reçoit un financement parfois pour mener à bien sa recherche et on se demande mais pourquoi moi, pourquoi je l'ai eu, maintenant j'ai des responsabilités incroyables, je dois mener ce projet qui doit être merveilleux, tout le monde doit trouver que c'est fantastique et ça fout une pression de tous les diables et évidemment le fait de pouvoir avoir un exercice qui nous permette de nous entraîner, ça permet aussi de combattre ce syndrome de l'imposteur. Alors justement, reparlons de nos candidats MT180 qui font cet exercice, qui combattent cette anxiété parfois de parler devant un public et qui vont travailler énormément leur communication, leur vulgarisation pour rendre leur thèse accessible. Et je vous demande d'accueillir notre 7e candidat qui vient de la faculté d'informatique. Il est en 2e année de thèse, il s'appelle Guillaume et il travaille sur les systèmes cyberphysiques. Son travail s'intitule « Automatisation et orchestration des tests sur les systèmes cyberphysiques par la méthode de fuzzing » ou fusing, je ne sais plus, enfin bref, que l'on peut traduire et vulgariser en français par « retour vers le présent ». Mesdames et messieurs, Guillaume Nguyen. Vous êtes en 2054. Vous êtes dans une voiture sans volant. Elle est bleue. Vous écoutez les nouvelles défiler à la radio. La demande pour la première opération d'un cancer du sein entièrement automatisée vient d'être approuvée après 6 ans par une commission d'experts. La ville vous informe de l'état du trafic. La voiture recalcule son itinéraire automatiquement, évite une moto et continue de rouler entre les lignes. Votre regard est attiré par une dame âgée sur le pas de sa porte qui réceptionne un colis livré par un drone. Il pose le colis dans ses mains et part vers le ciel en heurtant un lampadaire pour rejoindre d'autres drones itinérants, telle une nuée suivant une trajectoire rectiligne avant de se séparer dans un concert bourdonnant et désordonné. Vous arrivez à destination. Vous avez été appelé pour un problème de capteur de température qui transmet les mauvaises informations au radiateur du bâtiment. Cependant, vous êtes venu avec le formulaire A38 et il fallait le A39. Classique, ne vous en voulez pas. La maintenance attendra. Nom de Zeus, il est déjà temps. Retour vers le présent. Aujourd'hui, ces systèmes, ces machines n'existent pas encore tout à fait. On les retrouve dans plusieurs domaines, comme la santé, les transports, la robotique, et j'en passe. Salut Jean. Ces systèmes, à qui nous pouvons déléguer une partie de nos réflexes, qui ont la capacité de capter des informations et de réagir en fonction, comme des êtres vivants, sont appelés des systèmes cyberphysiques. Souvenez-vous de la voiture qui a pu éviter une moto, mais oubliez le drone qui a percuté un lampadaire. Après tout, ce type de drone n'aura même pas 50 ans en 2054. En effet, en combinant les temps de recherche, les lois qui changent, les tests, les demandes d'approbation et la durée de vie attendue d'un système, nous arrivons vite avec des appareils qui fonctionnent pendant plus de 30 ans, avec des pièces qui avaient déjà plus de 10 ans et dont on doit garder un stock de rechange pendant 50 ans. C'est comme si aujourd'hui, le téléphone portable le plus utilisé, c'était le Nokia 3310, la génération Kwakubé en PLS. En effet, une technologie de plus de 20 ans en moyenne, ça pique. Moi, aujourd'hui, je travaille sur l'automatisation de la génération des tests sur ces systèmes cyberphysiques. Je vous propose une méthode de test révolutionnaire et automatisable par-dessus le marché, afin de pouvoir satisfaire les nécessitudes communes entre plusieurs de ces systèmes tels que la sûreté et la sécurité, mais aussi d'en faciliter la création et la maintenance. Le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors, faisons en sorte qu'il soit sûr pour vous, vous et vous, vos enfants et vos petits-enfants. Merci. Merci beaucoup, Guillaume.
Alors notre 8e candidate, mesdames et messieurs, se nomme Yasmine. Elle est en 2e année de thèse en informatique et elle travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa thèse s'intitule « Apprentissage fédéré à l'aide de la programmation logique inductive », titre que l'on peut vulgariser par « Vers un diagnostic boosté ». Mesdames et messieurs, Yasmine Akaishi. Je m'appelle Yasmine et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé en septembre quand je me suis réveillée avec une douleur insupportable au genou droit. Alors, j'ai dû voir un premier médecin, Dr Murphy. Je lui ai décrit les symptômes ainsi que le contexte. J'éprouve des crampes douloureuses au niveau du quadriceps. J'ai pas eu d'accident traumatique et je pratique un sport qui implique beaucoup de sauts et de squats. Dr Murphy suspecte une lésion au cartilage, me prescrit un arthroscanner qui ne révèle aucune anomalie, mais surtout des médicaments qui m'ont causé des effets secondaires cardiaques. Inquiète du fait que je ne sais plus pratiquer mon sport, j'ai consulté un deuxième médecin, Dr Gray. Celui-ci s'est basé sur les résultats rassurants de l'arthroscanner. Suspectant une inflammation au ligament latéral, il me prescrit d'autres médicaments qui me causent pourtant des ennuis digestifs. Comme on dit, jamais 203, je me suis tournée vers un troisième médecin, Dr House, qui était le seul à établir le lien entre les crampes au quadriceps, le type de sport que je pratique et la douleur au genou. Il a suspecté une tendinite, il l'a validé avec une IRM comme examen, il m'a prescrit 18 séances de kiné comme stratégie de traitement. Et nous sommes en décembre, mais enfin, quelle aventure pour parvenir à un diagnostic! Cette saga montre la nécessité d'avoir un consensus médical. La divergence entre les diagnostics en entraîné des examens non nécessaires, des effets secondaires indésirables, mais surtout la prolongation de la douleur. Si seulement les médecins des différents établissements pouvaient parvenir à un consensus. C'est ça l'objectif de ma thèse en informatique. C'est de mettre en place un coordinateur central qui va connecter les différents médecins de la Wallonie en utilisant une intelligence artificielle distribuée et symbolique. J'explique. La relation entre les symptômes et le choix de diagnostic pour chaque médecin sera représentée par une théorie à base d'exemples, à base de symboles. Par exemple, l'expérience de Dr House sera traduite par la théorie si douleur au genou et crampes au quadriceps et sport impliquant des sauts et de squats, ça implique une tendinite, suivie par une IRM comme examen et des séances de kiné comme stratégie de traitement. Dans un réseau hospitalier interconnecté, chaque médecin partage sa théorie de diagnostic avec le coordinateur central qui va les optimiser afin d'affiner le diagnostic global, puis les repartage à nouveau avec les différents médecins. En intégrant cette base de connaissances qui favorise l'expérience collective, mon système évalue les avis médicaux de manière plus rationnelle, confirmant les diagnostics positifs et réfutant les négatifs, avec une transparence accrue. Imaginons ensemble une Wallonie où la médecine est si avancée que l'attente stressante pour un diagnostic est si démodée qu'un téléphone à cadran. Moins de souffrance, moins d'angoisse et plus de certitude. Voilà le futur médical souriant que propose ma thèse. Merci. Merci beaucoup, Yasmine. Eh bien, mesdames et messieurs, notre 9e candidat, à présent, est physicien. Il est en dernière année de thèse, donc il a des choses à nous dire, beaucoup de choses à nous dire, et Louis travaille en plasmonique et nanosciences. Ça va être easy. Le titre de sa thèse est « Développement de nanostructures de nitrure de silicium chargées de nanoparticules avec des propriétés optiques pilotées par plasmonique ». Je vous promets, ça va aller. Ce titre, on peut le vulgariser comme suit. Les nanoparticules, ces artisans des couleurs. Mesdames et messieurs, Louis Rassinfosse. Savez-vous comment on fabrique du verre en industrie? C'est très simple. Vous prenez du sable que vous mettez dans un gigantesque four à 1500 degrés, vous coulez des panneaux de sable fondu, vous les laissez refroidir, et voilà, bravo, vous venez de créer votre première vitre. Maintenant, on pourrait vouloir colorer ce verre.
Et pour ce faire, on peut prendre de l'oxyde de cuivre et le rajouter au mélange de sable fondu. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait avant pour faire des vitraux rouges. Mais comme je vous l'ai dit, ces fours sont gigantesques. Et si vous procédez de la sorte, vous vous retrouverez avec des tonnes et des tonnes de verre rouge. Si quelqu'un commande uniquement 3 vitres rouges, ça fait beaucoup de gaspillage. Ce serait bien de pouvoir colorer le verre après l'avoir fabriqué. Aussi simple que ça puisse paraître, c'est ça mon sujet de recherche, le verre coloré. Les industriels aimeraient bien pouvoir colorer leur verre a posteriori. Mais à l'heure actuelle, ça reste un défi. Une solution à ce problème se trouve dans le monde des nanoparticules. Ces entités sont invisibles à l'œil nu. On ne peut les voir, les sentir ou les toucher. En effet, une nanoparticule, c'est une taille de quelques nanomètres. Et le nanomètre, c'est un millimètre divisé par 1000, puis encore une fois divisé par 1000. Malgré sa taille minuscule, la nanoparticule est capable de grandes choses. Elle peut capturer la lumière, l'emprisonner et la transformer. Vous vous souvenez peut-être du prisme qui décompose la lumière en différentes couleurs. La nanoparticule, elle permet de retirer une couleur. C'est ce qu'on appelle l'absorption de la lumière. Et si on prend un ensemble de nanoparticules qui absorbent toutes les couleurs, sauf une, par exemple le rouge, eh bien dans ce cas-là, cet ensemble apparaîtra rouge. Et de cette façon-là, on peut utiliser des nanoparticules pour colorer du verre a posteriori. Même après tant d'années passées au sein d'un laboratoire, cela me fascine toujours autant. Ces objets si petits ont des répercussions sur la lumière qu'on peut voir à l'œil nu. Comme quoi, c'est vraiment pas la taille qui compte. Le but de ma thèse est donc double. D'une part, j'investigue un processus de fabrication de nanoparticules afin de directement les incorporer à la surface du verre, tout en modifiant leur taille et leur densité pour pouvoir contrôler la couleur qu'elles absorbent. Cet aspect est donc expérimental et mène à des connaissances pratiques, directement utilisables en industrie. D'autre part, j'étudie l'interaction entre la lumière et la nanoparticule d'un point de vue plus fondamental, en utilisant mon ordinateur pour résoudre les équations qui régissent la propagation de la lumière et ainsi développer les connaissances théoriques dans le domaine. Au bout du compte, j'espère apporter ma lumière à l'édifice pour demain vous offrir un monde rempli de couleurs. Merci beaucoup, Louis. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre aventure et nous arrivons à notre 10e candidat. Il s'agit d'Antoine, il est chercheur en 2e année de thèse en informatique et il travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le titre complet de sa thèse est « Système de surveillance pour prévenir les anomalies avec une stratégie de maintenance prédictive basée sur la robotique et l'intelligence artificielle pour les applications spatiales ». Titre que l'on peut simplifier par « Comment éviter le coup de la panne ?» Mesdames et messieurs, Antoine Hubermont. Ah, mais ça, mon bon monsieur, il est tout plat, votre pneu. Et va falloir tout remplacer. Vous savez, les pneus, ça pousse pas sur les arbres. Et si je vous disais qu'il y avait un moyen d'éviter ce genre de situation? Votre pneu menace d'exploser. 2 solutions s'offrent à vous. La première, vous vous rendez chez votre garagiste pour le remplacer avant que votre pneu n'éclate. C'est la maintenance préventive. Ou bien vous êtes du genre aventureux et vous êtes donc prêt à sortir le cric au bord de la route. C'est ce que l'on appelle la maintenance corrective. Mais si je vous disais qu'il existe un entre-deux dans lequel il est possible de savoir exactement quand et à l'avance votre pneu va éclater. J'ai nommé la maintenance prédictive. Mais c'est quoi au juste la maintenance prédictive? Eh bien, la maintenance prédictive, nul besoin d'être devin. Elle se base sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur des modèles statistiques de machine learning qui, tout simplement, prennent des données collectées sur votre voiture et font des liens avec les pannes que l'on a pu observer dans le passé, notamment, par exemple, en analysant les tendances. De ce fait, ces modèles sont capables de faire des prédictions et de dire à l'avance quand un composant aura un problème, permettant d'économiser le coût lié aux réparations, mais également et surtout d'augmenter la fiabilité des composants. Et maintenant, prenons un peu de hauteur, beaucoup de hauteur. 400 km d'altitude, la Station spatiale internationale,
ou bien l'un des 26 satellites du système Galileo. Ce serait pratique d'avoir de la maintenance prédictive. Mais attendez un peu avant de m'envoyer dans l'espace avec mes histoires de maintenance. Revenons sur Terre. C'est quand même bien plus pratique pour y étudier et également les réparer. Et c'est là qu'intervient ma thèse, sur les stations au sol qui permettent la communication avec les satellites Galileo. Ces stations embarquent du matériel très précis et surtout très complexe. Saviez-vous qu'une toute petite seconde de décalage dans l'horloge atomique de la station induit des milliers de kilomètres de décalage sur votre GPS? Fâcheux, n'est-ce pas? Heureusement, ma thèse intervient, notamment en intégrant un type de données assez complexe, les séries temporelles. Les séries temporelles, c'est ce qui permet de lier les données entre elles dans le temps et de le faire intégrer dans les modèles de machine learning. C'est comme si vous sortiez dehors, notez la température toutes les heures sur un carnet, car en effet, la température prise il y a 1 heure a plus de chances d'indiquer la température qu'il fera le soir même qu'une donnée prise la semaine passée. Mais ce n'est pas fini. Actuellement, les modèles de machine learning ne sont capables de prédire une seule panne à la fois. C'est ce que l'on appelle les détections mutuellement exclusives. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 pannes à la fois. Fâcheux lorsque votre voiture roule par exemple sur un nid de poule et endommage à la fois le pneu mais également la suspension. Ça veut dire qu'actuellement, soit votre pneu va exploser, soit c'est votre suspension qui va lâcher. À aucun moment, les deux peuvent survenir en même temps. Et ça, c'est un vrai problème. Mon travail est donc de pouvoir intégrer dans ces modèles de machine learning toutes les pannes, qu'il y en ait 1, 10, 100 ou 1000. Maintenant que vous savez quand remplacer votre pneu, attachez votre ceinture, mettez le contact et surtout, en voiture Simone. Merci beaucoup, Antoine. Notre avant-dernier candidat, mesdames et messieurs, s'appelle Valentin. Il est assistant en physique et il travaille depuis 4 ans dans le domaine de la biophysique et des sciences des matériaux. Le titre de sa thèse est « Film mince à vocation antimicrobienne produit par voie physique » qui, en version vulgarisée, donne « Ma poignée de porte, elle tue les microbes ». Valentin Job, mesdames et messieurs. Ils sont partout, tout autour de nous, ces bactéries et ces virus qui peuvent nous affecter. Tous les jours, nous sommes en contact avec eux, mais rien d'inquiétant, notre système immunitaire nous défend. En revanche, la situation est différente dans les hôpitaux et là, il faut agir. Nous connaissons tous quelqu'un qui, une fois rentré à l'hôpital, en est ressorti avec une toux ou de la fièvre, voire même avec une septicémie ou une infection pulmonaire pouvant même mener à la mort. C'est ce qu'on appelle une infection hospitalière. Ces microbes sont présents sur tous les objets que nous pouvons toucher. Interrupteurs, rampes d'escalier, poignées de porte sont autant de sources de contamination potentielles. S'il est possible de limiter la propagation de ces microbes via un lavage fréquent des surfaces et de nos mains, des physiciens comme moi peuvent aussi participer à l'effort de guerre. Ma recherche en a fait pour but de développer une surface antimicrobienne. Ces surfaces antimicrobiennes sont composées d'éléments métalliques tels que l'argent et le cuivre, dont les effets antibactériens sont connus depuis des siècles. En effet, les Macédoniens utilisaient déjà l'argent sous forme de plaques pour stériliser leurs blessures. Et vous trouverez moins de bactéries sur des pièces de monnaie composées de cuivre que sur des billets de banque. Au fil du temps, la recherche des propriétés des matériaux a révélé que l'argent et le cuivre, sous la forme de minuscules petites particules de taille nanométrique, avaient des effets antibactériens plus importants que les plaques qu'utilisaient les Macédoniens. Ces petites particules, appelées nanoparticules, ont une taille de 1000 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu et sont donc invisibles à l'œil nu. Mais elles sont très efficaces. Et oui, car la combinaison de ces deux types de grains, argent et cuivre, augmente drastiquement la capacité de tuer les bactéries. Au sein de mon laboratoire, mes collègues et moi-même produisons des revêtements que l'on peut déposer sur n'importe quel type d'objet. Par exemple, une poignée de porte pour la rendre antimicrobienne. Ces revêtements ont une épaisseur de 10 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu et sont composés de carbone dopé avec ces fameuses nanoparticules. Actuellement, nos résultats sont très prometteurs car nous avons su produire une surface qui tuait 99% des bactéries en moins de 4 heures. En optimisant la taille, la forme et la densité de ces nanoparticules, il est possible d'optimiser une surface antimicrobienne qui,
pour demain pourra réduire drastiquement les infections dans le milieu hospitalier et se protéger davantage contre le Covid-19, par exemple un virus que vous connaissez bien, virus à l'origine de la pandémie Covid-19. Imaginez donc un monde où, lorsqu'un patient rentre dans l'hôpital, en ressort guéri et non malade. Merci de votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Valentin. Oh non. Je disais donc, merci beaucoup, Valentin. Ce micro est capricieux. Mesdames et messieurs, nous voici déjà à notre dernière candidate. Elle est en 3e année de thèse en géographie et Camille travaille plus spécifiquement dans le domaine de la géographie de la santé. Le titre complet de sa thèse est « Cartographie du risque du paludisme au Sénégal en combinant les facteurs environnementaux et humains ». Titre qu'elle vulgarise par « Cartographie-moi si tu peux ». Mesdames et messieurs, Camille Morlinghem. Savez-vous quel est l'animal le plus meurtrier au monde? Le lion. Le requin, pour ceux qui ont été traumatisés par les dents de la mer. Eh bien non, c'est le moustique. Le moustique, c'est 700 000 morts par an. Enfin, le moustique, non. C'est plutôt un parasite, comme celui qui transmet le paludisme, aussi appelé malaria. Il se cache dans la salive du moustique et attend qu'il ne pique un humain pour l'infecter. Cette maladie tue 600 000 personnes par an, dont 95% en Afrique. Pour lutter contre la malaria, on a des moustiquaires, de l'insecticide et même un nouveau vaccin. Pourtant, il n'est pas possible de distribuer ces moyens de prévention à toute la population d'Afrique. Certaines personnes vivent dans des endroits difficiles d'accès, et c'est sans compter les moyens financiers à déployer pour atteindre des millions de personnes. Les organisations impliquées dans la lutte contre la malaria cherchent donc à savoir où se situe la population la plus à risque. C'est justement l'objectif de ma thèse, localiser la population à risque au Sénégal. Grâce à des enquêtes, un échantillon de personnes y est testé pour la malaria. Mon job à moi, c'est de prédire, sur base de cet échantillon, le pourcentage de personnes infectées là où il n'y a pas eu d'enquête. Magie! Une illumination? Pas du tout. J'utilise d'autres informations complémentaires sur la malaria. Par exemple, je sais que le moustique se reproduit dans des endroits humides avec de la végétation. Les personnes qui habitent dans ces zones sont donc potentiellement plus à risque. Mais si vous êtes couvert de répulsifs, le moustique pourra plus difficilement vous piquer. Dans ce cas de figure, vous n'êtes pas à risque car vous n'êtes pas vulnérable. Je m'intéresse donc à la fois aux facteurs environnementaux et humains qui influencent le risque de malaria. Et c'est ça la nouveauté dans ma thèse. Et dis donc, Jamie, comment ça marche? Je t'explique. J'utilise un modèle informatique qui représente de manière simplifiée les relations entre la malaria et ses facteurs de risque. Je combine dans ce modèle les infos sur l'environnement, la population et les résultats des tests effectués lors des enquêtes. Là où il n'y a pas d'infos sur la malaria, mais bien sur l'environnement et la population, le modèle va prédire le risque de malaria sous forme de carte. Elle donne le pourcentage de personnes infectées pour l'ensemble du pays et elle permet même de zoomer à l'échelle d'un quartier. On appelle ça une carte de risque. Les acteurs de la lutte contre la malaria peuvent l'utiliser pour cibler les interventions dans les zones les plus à risque. En plus, le pouvoir des cartes de risque ne s'arrête pas à la malaria. On peut faire la même chose pour Ebola, pour la Covid. Éradiquer ces maladies, ce n'est pas mission impossible. Quand on joue carte sur table. Bravo Camille. Merci à tous pour votre attention, pour vos applaudissements. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, depuis les coulisses, c'est toujours très agréable à entendre. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les 12 participants, les 12 candidats et candidates de cette 10e édition d'MT 180. Maintenant, à vos votes. Concentrez-vous, choisissez bien, choisissez vos 3 candidats favoris. N'oubliez pas, des petites ratures, 4 coches, une seule coche, ça ne comptera pas, donc faites bien attention.
que j'ai un micro? Toujours pas de micro. J'ai toujours pas de micro? Si, j'ai un micro. Merci à tous pour votre patience. Il fait vraiment frais ici. Vraiment frais. Ça a été long parce qu'il a fallu du temps pour délibérer, discuter, se mettre d'accord sur les choix en fait, à formuler. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a énormément de travail, je vous l'ai dit plusieurs fois, autour de ces pitchs. C'est très compliqué d'évaluer à l'aide d'une grille critériée, finalement, ce travail de 3 mois, un travail intensif, où on a mis beaucoup de soi, beaucoup d'énergie, de temps, de sentiments, bref, c'est pas évident à départager. Mais nous y sommes arrivés. Avant de vous donner l'objet de la délibération, je voudrais communiquer quelques remerciements, si vous le permettez. Je voudrais me tourner vers celles et ceux qui rendent possible cet événement chaque année depuis 2014. En 2015, j'ai découvert l'aventure MT180 en participant moi aussi à ce projet. Et en 2017, j'ai intégré le service de vulgarisation de l'Université de Namur parce que ce concours a changé tout pour moi. J'ai l'immense honneur d'organiser cet événement depuis 5 ans et de former les candidats. Avant moi, celle qui a guidé les pas des 30 premiers candidats, un peu frileux de se prêter à cet exercice difficile, dont moi, et qui a été mon coach, c'est Muriel Guillaume. Merci Muriel pour ton dévouement, pour ce projet toutes ces années, et merci de m'avoir inspiré autant pour la suite. Tous nos remerciements vont également au service public de Wallonie, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui soutiennent et financent cet événement, à l'Université de Namur, au confluent des savoirs, sans qui rien de tout ceci ne pourrait être possible. Merci à la régie technique, au service audiovisuel, à l'unité, support audiovisuel, la voix dans ma tête quand je répète ici. Merci aussi à notre jury, merci à Charlotte, merci à Géraldine, à François-Xavier, à Nathan, vous pouvez me rejoindre. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à Laurence Meurant, aux stagiaires et aux étudiants du certificat en LSFB et de rendre cet événement finalement plus accessible encore. Merci à vous. Merci aussi. Merci aussi à l'équipe de formateurs, à Alex et Jacques, qui est caché quelque part dans les coulisses, toujours fidèle au poste et investi comme jamais. Jacques, tu peux nous rejoindre. Merci beaucoup à tous ceux qui s'engagent dans le projet. Merci évidemment aux candidats de s'être prêtés à l'aventure, de m'avoir subi pendant 3 mois. Vous voudriez pas pendant 3 ans. Moi non plus. Vous êtes fatigants. Non, c'est fini entre nous. Merci aussi à vous, cher public, d'être venus si nombreux. Merci pour votre patience au cours de ces délibérations. Et nous allons à présent procéder à cet exercice difficile de la proclamation, mais aussi de joie. Ça a été dur, ça a été pénible, oui. Mais nous y sommes arrivés. Mesdames et messieurs, le 3e prix et prix du public est décerné à Louis Rassafas. Merci. Merci, merci. C'est très gentil. Reste avec nous, Louis, reste avec nous. Le 2e prix du jury, mesdames et messieurs, est décerné à Loris Chavet. Bravo.
vais à présent inviter tous les candidats à nous rejoindre parce que ce serait un peu dommage que tous ne puissent pas vous saluer une dernière fois ce soir. Venez tous nous rejoindre. J'ai envie de vous dire, mettez-vous où vous pouvez. On va vous perdre dans les coulisses à force. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année, donc ça va être compliqué de les caser tous sur la scène au bout d'un moment. Je ne sais pas où je dois me mettre, c'est terrifiant. Mesdames et messieurs, le premier prix de ce concours local MT 180, édition 2024, est décerné à Camille Morlingen. Félicitations. Bravo. Merci à tout le monde. Félicitations à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous le 16 mai à l'ULB sur le campus du Solbosch pour venir soutenir nos 3 candidats UNAMUR. Je compte sur vous, tout le monde compte sur vous. Félicitations encore. Bonne soirée à tout le monde et au 16 mai. Bravo. Bravo.